Bonjour à toutes et à tous, Marie Jabard du LETG Caen. Les travaux dont je vais vous parler aujourd'hui sont en cours et s'intègrent dans le cadre des projets risques et aléas inondations de villes côtières, approche quantitative et diffusion par la réalité virtuelle, portée par le LETG Caen et qui se localise sur plusieurs sites de la façade littorale normande. Dans ce cadre-là, on travaille à une échelle un peu plus large, c'est-à-dire à l'échelle du bassin de la Manche orientale, sur les phénomènes extrêmes et notamment les phénomènes de surcote. Notre approche est à la fois, considère plusieurs échelles spatiales et temporelles, à la fois spatiale de l'échelle du bassin à l'échelle du site, et temporelle, puisqu'on on s'intéresse à l'ensemble des données marégraphiques, donc les séries longues, mais aussi à l'échelle des événements de tempête. On a également une approche qui est à la fois statistique et géographique, afin de tenter de répondre à plusieurs objectifs, notamment une analyse statistique des niveaux de surcote et des niveaux marins extrêmes, mais aussi une mise en évidence des phénomènes de réponse du bassin au forçage météorologique. Donc cette étude, comme je vous le disais, est centrée sur le bassin de la Manche orientale. C'est une mer assez particulière avec des caractéristiques qui lui sont propres. C'est une mer épicontinentale avec une bathymétrie faible. Elle a une forme d'entonnoir vers la mer du Nord, ce qui génère des amplitudes de marée qui peuvent être importantes, de 3 mètres au niveau de Weymouth jusqu'à plus de 10 mètres aux alentours de Dieppe. Elle est ouverte sur les flux dominants d'ouest-sud-ouest. Les fetches sont faibles, ce qui génère des mers de vent qui peuvent être importantes. Et sur plusieurs secteurs, autant du côté français qu'anglais, les risques de submersion marine peuvent être importants, voire très importants. Donc au niveau des données utilisées, je vous le disais, ce sont principalement les données marégraphiques. On a 6 secteurs principaux. 3 sur le côté français, Cherbourg, Dieppe, Dunkerque, et 3 sur le côté anglais, sur la façade en face, donc Dover, New Haven et Weymouth. Les autres marégraphes sont utilisés pour l'étude des événements ponctuels. Associés à ces données-là, donc on a les prédictions de marée pour pouvoir calculer les surcotes, à la fois les surcotes instantanées et les surcotes de pleine mer, et puis des données météo, sur les sémaphores localisés près des marégraphes, ou encore les données extraites du modèle AROME de Météo France sur les sites que l'on voit représentés par des étoiles, et puis une bouée en Manche, ici, qui fournit à la fois des données de houle et des données météo, vent et pression atmosphérique, depuis 2015. Donc voici ici les données des 6 secteurs étudiés, donc les données du niveau marin observé. On aperçoit, sont notées ici en pourcentage les lacunes de chacun de ces jeux de données que l'on prend en compte bien évidemment, qui sont pour les plus importants donc sur les marégraphes de Dieppe, avec 28% de lacunes. On voit l'extension temporelle des jeux de données, donc entre 1954 pour Dieppe et 1991 pour le marégraphe de Weymouth. Ici, les mêmes graphiques, mais cette fois-ci pour les données de surcote observées sur ces 6 marégraphes. En termes de premiers résultats, on a pu extraire de ces jeux de données les niveaux marins supérieurs à une période de retour de 5 ans et aussi les surcotes observées à pleine mer supérieures à ou égales à une période de retour de 5 ans. Sur ces 2 graphiques. En couleur, on a uniquement les événements qui se sont produits sur plusieurs sites en même temps. On voit que c'est assez rare que sur une même tempête, plusieurs sites soient impactés de manière très forte, donc sur une période de retour supérieure à 5 ans. À partir de ces résultats, et ce que je ne vais pas avoir le temps de tout vous présenter ici, c'est qu'on travaille à la fois sur l'évolution de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes extrêmes. On peut aussi aller analyser chaque événement, donc les conditions météo à l'origine de ces événements et les répercussions en termes de submersion marine, quels secteurs ont été impactés ou pas à l'échelle de ce bassin, et aussi les conditions météo préférentielles pour la survenue de ces épisodes de surcote. Un autre résultat que je vous présente ici, c'est donc la répartition mensuelle de l'ensemble des surcotes observées sur ces 6 marégraphes. Donc comme on pouvait s'y attendre, bien évidemment, on a... en fait, on va de... Zut, je me trompe de bouton à chaque fois.
Voilà. On va de janvier en 1 à décembre en 12, donc c'est chaque mois qui sont représentés. Donc on a une forte variabilité saisonnière des surcotes, et on pouvait s'y attendre puisque c'est les tempêtes d'hiver qui sont principalement à l'origine de ces phénomènes. Mais on observe deux autres choses, c'est-à-dire un gradient allant de l'est du bassin, Cherbourg et Weymouth, vers de l'ouest du bassin, ça vers l'est, Dover et Dunkerque, qui sont beaucoup plus, qui ont une amplitude de surcote beaucoup plus importante, donc à l'est du bassin qu'à l'ouest, mais aussi entre le nord du bassin, les côtes anglaises, et le sud, où on voit que le sud est plus impacté par ce phénomène de surcote. Ce qui s'explique notamment et principalement assez simplement par le fait que les grands types de circulation atmosphérique rencontrés lors de ces événements extrêmes qui sont représentés sur son graphique sont à dominance des circulations d'ouest et également des circulations de nord-ouest et de sud, donc impactant préférentiellement la partie sud du bassin. On a également de nombreux phénomènes issus de circulation plutôt de sud. Donc après ces résultats un peu généraux, je vais prendre un événement précis qui se situe dans la catégorie des grandes circulations d'ouest et qui est la tempête du 3 janvier 2018. Donc vous avez ici représenté en haut l'ensemble des surcotes pour tous les marégraphes en Manche entre le 25 décembre 2017 et le 6 janvier 2018. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à cet épisode très fort du 3 janvier 2018. Vous avez juste en dessous, je ne sais pas si on voit très bien, les données de vent et de pression atmosphérique associées à ces journées-là. Donc des épisodes assez forts. Cet exemple du 3 janvier 2018, donc on a ici l'ensemble des données des marégraphes. Je pense que vous ne voyez pas les couleurs. On a à la fois les observations, les prédictions de marée et les valeurs de surcote. Donc ce que vous voyez peut-être pas sur les graphiques, c'est qu'on a plusieurs choses, des pics de surcote qui ne se rencontrent pas à marée haute et une succession de pics que l'on va tenter d'expliquer, soit par des phénomènes, enfin voir si les phénomènes météo expliquent cette succession de pics de surcote au cours de cette journée du 3 janvier. Donc pour ça, on a besoin d'une représentation spatialisée de l'événement et on a cartographié cela. Donc vous avez en haut les courbes des surcotes pour l'ensemble des marégraphes avec les traits en pointillés sur les sites anglo-saxons et les traits pleins pour les sites en Manche. Et puis, je ne sais pas si vous voyez au milieu des points qui apparaissent, ce sont les heures de pleine mer rencontrées lors de cette journée du 3 janvier. Et on a donc pour chacun des marégraphes une valeur de surcote que l'on a interpolée à l'échelle du bassin de la Manche, les données de vent, direction et force et de pression atmosphérique observées sur la bouée, donc heure par heure. Donc on constate qu'à minuit, le vent est déjà fort, déjà 40 nœuds de moyenne, et la pression atmosphérique est déjà basse, mais on n'a pas encore de réponse sur les marégraphes de surcote observée. Donc je vais faire défiler heure par heure. Donc on voit que ça commence à arriver quelques heures après le début de la tempête et qu'on a une onde qui se décale du sud vers le nord du bassin et qui est au plus fort dans le détroit du Pas-de-Calais, au maximum de vent, 45 nœuds de moyenne à ce moment-là. Suite à ces fortes surcotes observées, on a le moment de pleine mer qui arrive et là les conditions de vent sont toujours très fortes. On a toujours 45 nœuds en moyenne de vent en centre-Manche et les pressions atmosphériques sont toujours basses. Pour autant, le phénomène de surcote ne s'observe plus à l'échelle de l'ensemble du bassin, mis à part un petit peu ici au niveau du Havre, mais où il y a aussi d'autres phénomènes qui rentrent en interaction. Et ensuite, si je continue de défiler, on a des nouveaux pics de surcote qui apparaissent et un phénomène météo qui est déjà en train de redescendre. Donc ces deux phénomènes nous ont amenés à nous poser la question, y a-t-il une relation entre, si je repasse à la précédente, non, entre le niveau des pleines mers ici et le fait que l'on n'observe plus de surcote importante à ce moment-là. On s'est donc ensuite intéressé à une potentielle relation entre les surcotes et le phénomène de marée. Et pour vous expliquer ces graphiques, on a comparé le pic maximal de surcote instantanée atteint lors d'un cycle de marée avec l'heure à laquelle survenait la pleine mer.
Donc quand on est à 0 heure au milieu du graphique, c'est que le pic de surcote est atteint à la pleine mer. Quand on est à moins 3 heures, c'est que le pic de surcote est atteint 3 heures avant la marée haute. Et plus 3 heures, c'est que le pic de surcote est atteint 3 heures après la marée haute. On voit que sur le site de Weymouth, ici en haut à gauche, les pics de surcote sont rencontrés à peu près à toutes les heures, à tous les niveaux de marée. Par contre, sur les autres sites, on voit une forte corrélation entre notamment la mi-marée montante et le pic de surcote. Pour le secteur de Dieppe, c'est un tout petit peu différent puisqu'on a également une forte corrélation à mi-marée descendante, on va dire. Et on voit que le phénomène est beaucoup plus important sur les côtes françaises que sur les côtes anglaises, même si on le voit tout de même apparaître. Ce phénomène général de la surcote, il est avant tout lié à un phénomène météo extrême, mais ensuite on peut montrer ici qu'il est aussi relié au phénomène de marée. C'est un sujet qui a déjà été étudié dans la littérature scientifique et plusieurs pistes d'explication sont proposées. On a ici notamment un exemple à Sheerness, donc qui n'est pas un des sites que nous on étudie, mais qui est sur la côte anglo-saxonne également, où on voit également cette forte corrélation avec la marée montante et le pic de surcote. Une des pistes d'explication donc proposées, c'est que l'onde qui est engendrée par le phénomène météo intense va influencer la marée en augmentant la hauteur de la colonne d'eau et la marée va alors pouvoir potentiellement se propager plus vite. C'est pour cela que les surcotes les plus importantes seront rencontrées à mi-marée montante. Ce qu'on observe également, et ce qui est aussi lu dans la littérature, c'est que plus le marnage est grand, moins le risque de coïncidence entre la forte surcote et la marée haute est important. Thomasin et Pirazzoli affirment même qu'à l'échelle donc, du bassin de la Manche, pas de surcote forte à marée haute par grand coefficient ces dernières décennies ont été observées. Afin de résumer les résultats principaux, donc d'un point de vue méthodologique, on peut s'apercevoir qu'il est intéressant d'étudier donc, les surcotes de pleine mer pour les risques de submersion marine, mais qu'il est aussi intéressant de regarder les surcotes instantanées sur l'ensemble d'un cycle de marée pour étudier des phénomènes particuliers. Autre résultat, donc on a une forte saisonnalité des surcotes, comme on pouvait s'y attendre, et un gradient d'amplitude ouest-est et nord-sud entre les différents sites à l'échelle du bassin. Les niveaux extrêmes sont principalement provoqués par des flux d'ouest, puis par des flux de nord-ouest, nord et enfin par des flux de sud. La tempête Eleanor, qui était un fort flux d'ouest, a des conséquences d'un côté conformes à ce que l'on connaît et à ce que l'on s'attend des conséquences d'un phénomène météorologique fort sur les côtes. Mais on a tout de même pu observer deux phénomènes particuliers que l'on tente d'expliquer. C'est à la fois que les conjonctions de pics de surcote et de pleine mer sont rarement observées, ce qui est tant mieux quelque part. Et deuxièmement, c'est ce retour fort des surcotes après la pleine mer, alors que le vent était déjà en train de baisser et que la pression remontait. Donc cette relation marée-surcote, elle semble être un phénomène important à prendre en compte sur le bassin de la Manche orientale, et il est plus fort sur les secteurs à fort marnage. En termes de perspective, donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur le fonctionnement hydrodynamique du bassin de la Manche lors de la survenue de ces événements tempétueux extrêmes, que cette relation marée-surcote, elle devrait être approfondie et peut-être prise en compte dans l'étude des risques de submersion marine. Et enfin, toute cette approche sur les aspects historiques et la compréhension des phénomènes extrêmes passés, elle tend aussi, elle va se conjuguer avec des résultats de modélisation qui sont menés par nos collègues du M2C de Rouen. Voilà, merci de votre attention. Merci. Alors, y a-t-il quelques questions dans la salle par rapport à cette présentation ? Non, j'ai une question sur la relation entre le marnage et la probabilité, enfin la corrélation entre, plus. À un moment, vous indiquez que plus le marnage est important, moins il y a de chances que la surcote arrive à la pleine mer. Je n'ai pas bien compris par quel mécanisme. J'ai bien compris le mécanisme de décalage de l'onde qui peut arriver pour n'importe quelle amplitude, n'importe quel coefficient, je dirais. Mais pourquoi, sur les plus forts marnages, ça diminue cette probabilité d'alignement ?
Alors, j'ai pas d'explication certaine. C'est en tout C'est cas un constat, en fait. voilà, c'est quelque chose qu'on a observé et ce que j'ai pu regarder et retrouver dans la littérature scientifique sur ce sujet, qui est encore assez faiblement étudié, c'est que finalement, les sites à plus fort marnage, il y a plus d'eau, donc la colonne d'eau est plus importante, donc ça permettrait à ce que l'onde de marée se propage encore plus vite à ce moment-là. Mais c'est qu'une hypothèse et je pense qu'il y a pas mal de recherches à faire sur le sujet.